Sans doute la classe ouvrière n'a été autant courtisée dans une campagne électorale. Ces dernières semaines, tous les candidats ou presque, Jean-Luc Mélenchon en tête, se sont précipités dans des usines en difficulté, sont montés sur les estrades et ont agité pour certains des drapeaux rouges. Mais qui sont ces ouvriers si courtisés? Eh bien, c'est le thème de ce 187e numéro de Complément d'enquête. Ils sont donc 6 millions en France, 6 millions d'ouvriers, de travailleurs et surtout d'électeurs qu'aucun candidat, bien sûr, ne peut ignorer. Alors on a vu Photowatt, Le Jabi, Florange, Petroplus, on a vu les discours, les poignées de main, les estrades et les casques de chantier, on a vu surtout l'ascension de Jean-Luc Mélenchon avec ses drapeaux rouges et ses chants révolutionnaires. Eh bien nous avons voulu savoir qui étaient ces fameux ouvriers. Alors ce soir, on va vous emmener à Florange avec les ArcelorMittal, on va vous emmener au fin fond des Alpes avec ces ouvrières brisées par le travail, et puis on va vous emmener aussi à Saint-Nazaire avec les seigneurs des chantiers, ces hommes qui ne connaissent pas le chômage et qui sont fiers de leur métier. Alors pour parler d'eux et pour parler avec eux, eh bien, on a choisi de nous installer ici sur cette esplanade. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que c'est ici demain qu'arrivera la marche des ArcelorMittal devant cette tour Eiffel qui a été fabriquée avec de l'acier lorrain. Nous recevrons d'ailleurs Édouard Martin, c'est le leader de l'intersyndicale à Mittal. Et puis nous recevrons aussi Régis Debray, le philosophe. Il est un peu nostalgique d'une époque où gauche et prolétariat faisaient bon ménage. Et puis Dominique Régnier, le politologue, il nous dira tout de ce fameux vote ouvrier. Mais commençons par Florange, symbolique avec ses hauts fourneaux, comme Gandrange l'a été il y a un peu plus de 4 ans. C'est une enquête de Samuel Humez et de Alice Panouillot. « 15e arrondissement de Paris, devant le quartier général du candidat Sarkozy. Journalistes et CRS attendent une délégation un peu particulière. Les voici, 200 ouvriers d'ArcelorMittal, très en colère, qui débarquent tout droit de Florange en Lorraine. Au chômage partiel depuis 6 mois, ils réclament la réouverture des hauts fourneaux de leur usine. À leur tête, Édouard Martin, bien décidé à s'inviter dans la campagne présidentielle. Une belle gueule et du bagout à revendre. Nicolas Sarkozy a eu beau lui proposer une rencontre 3 jours plus tard. Édouard Martin a préféré maintenir sa journée d'action. Ok, bah vous sortez les rues, après nous on retape le bus. On enlève convention. Mauvaise surprise, le candidat de l'UMP s'est éclipsé une demi-heure plus tôt. Les métallos se retrouvent face à un mur. À moins de 20 minutes de notre arrivée, il se chauffe. Donc voilà, moi je constate. Je sais qu'il est parti, Il a dit qu'il avait résolu votre problème, qu'il avait trouvé les moyens de faire redémarrer les hauts. Et il croit que nous on est venus là juste simplement pour se demander un autographe. La rencontre tant attendue vire à l'affrontement. Les métallos poussent pour s'approcher des locaux de campagne. Les CRS répliquent à coups de gaz lacrymogène. À 6 h du matin, on s'est levé. Il parle de la France qui travaille. La France qui travaille, elle est en Lorraine. Elle est en Lorraine. Là, nous sommes dignes. Vous comprenez? Des ouvriers dignes qui se battent pour sauver leur emploi. On était venus là simplement pour lui ramener notre acier lorrain, fiers que nous sommes de cet acier lorrain. Et voilà l'accueil du président de la République. Voilà l'accueil du candidat du peuple. Les gaz lacrymogènes et de CRS. Tout ce que les manifestants obtiendront ce jour-là, c'est d'accrocher une banderole sous la tour de Gustave Eiffel, forgée avec de l'acier lorrain. Un symbole à leurs yeux, même s'il paraît dérisoire, quand c'est toute une vallée, la leur, qui est en train de mourir. Octobre dernier, après le P4, ArcelorMittal ordonne l'arrêt du P6, le dernier haut fourneau encore en activité dans la vallée. Une mesure temporaire promet le numéro 1 de l'acier, en attendant la reprise. Une manœuvre aux yeux des 5000 ouvriers de Florange. Lakshmi Mittal, l'homme d'affaires indien, patron d'Arcelor, viserait selon eux la fermeture du site, pas assez rentable à ses yeux. Blocage des expéditions, sitting sur les rails, occupation des bureaux. Le conflit prend une ampleur nationale. Au cas où M. Mittal nous écoute depuis Londres, qu'aujourd'hui les maîtres à bord, ce sont les ouvriers. C'est nous qui sommes maîtres à bord. Et attire les candidats.
À Florange, les promesses défilent devant des métallos sceptiques. Ils se souviennent encore de Gandrange. 4 ans plus tôt, malgré ses engagements, Nicolas Sarkozy n'avait pu empêcher la fermeture de l'autre site de Mittal. Gandrange, Florange, la vallée des anges, comme l'appellent les anciens, est devenue une vallée maudite. Aujourd'hui, elle lance un cri de détresse. Le promontoire de la Vierge, à l'endroit même où les ouvriers de Florange ont installé le SOS. C'est ici que Raymond Picard vient nous montrer l'ampleur des dégâts. Toute sa vie, il a travaillé comme métallo dans la vallée. À 71 ans, il ne la reconnaît plus. Il y avait des hauts fourneaux. Un peu plus loin, il y avait de la scierie qui a disparu aussi. À Yange, il y avait une platinerie qui a disparu. Un peu plus haut, il y avait la fonderie, disparue aussi. Raymond a vécu l'âge d'or, les années 50. La vallée comptait alors plus de 60 000 ouvriers, contre 10 000 aujourd'hui. On l'appelait le Texas lorrain. Puis le déclin a commencé. La crise de la sidérurgie dans les années 70, les milliards injectés par l'État et les premières fermetures de sites. Peu à peu, Raymond a vu sa vallée s'éteindre au rythme des hauts fourneaux. Il n'y a plus de jeunes, il n'y a plus rien, c'est fini. La vallée elle vieillit, et puis elle va continuer à vieillir s'il n'y a plus de sidérurgie. Une vallée qui vieillit, et son berceau, à Yange, transformé en cité fantôme. Une majorité de retraités, le chômage en progression, et des commerces qui ferment les uns après les autres. Aujourd'hui, avec ses anciens camarades, dans une association, Raymond entretient la mémoire de sa vallée, de ce monde ouvrier qu'il aime tant, de ses valeurs d'entraide, de solidarité et de courage. La télévision, la télé vedette. C'est la vedette du jour. Non, vous aussi. Voici Émilie, issue d'une vieille famille de mineurs, Je croyais que c'était que chez et Jeannot, métallo à la retraite comme Raymond. Nostalgiques de l'ancien monde, ils s'inquiètent pour leurs jeunes camarades d'ArcelorMittal. Nos parents ont travaillé dur. Bon, on aurait aimé que nos fils continuent. Bon, nos fils n'ont pas pu parce que bon, c'était fini. Ça commençait le déclin. Donc, si, il ne faut pas être égoïste à ce point-là en disant moi je suis à la maison tranquille et les autres doivent qu'à se débrouiller. Non, c'est pas vrai. Je me suis assez battu à l'époque pour faire des grèves et tout ça pour pas en arriver là. Non, non, non. Ça, surtout pas. Avant de finir sa carrière à Florange, Raymond a connu 2 fermetures de sites. Mais il n'a jamais eu à s'inquiéter pour son avenir. Vite après retraite, ils ont pu... La grosse différence avant, par rapport à notre époque, c'est qu'avant, il y avait beaucoup d'usines dans la vallée. Donc, une usine fermée, l'autre absorbait l'autre usine et puis on changeait le titre. Comme il y avait de la place, il n'y avait pas de problème, il n'y a pas eu de licenciement. On avait une chance d'être réaffecté dans une autre usine qui existait encore. Parce que maintenant, il n'y en a plus. Vous allez vers des périodes... Le combat des ouvriers de Florange serait donc le combat de la dernière chance. Une pression énorme sur les épaules du leader, Édouard Martin. S'il tient malgré la fatigue, malgré les coups durs comme à Paris, c'est qu'il a une certitude, son usine est viable. On fait de la tôle pour les grosses limousines allemandes. Hein. Je peux vous assurer que ça se vend bien, quoi. Donc, bien sûr qu'on a un avenir, parce que si c'était encore une usine qui faisait de la très mauvaise qualité, qui perdait de l'argent de manière structurelle depuis des années, bon, tu pourrais te dire, bon, allez, ça fait mal au trip de voir ton usine fermée, mais bon, allez, économiquement, ça peut se justifier. Or, c'est pas le cas, c'est tout le contraire. Donc, il n'y a aucune raison objective de condamner ce site-là, sinon l'appétit d'ogre d'un monsieur comme Mittal qui en veut encore plus. Le fils d'immigrés espagnols a fait sa carrière à l'aciérie de Florange, comme son père, à côté des hauts fourneaux. 2 millions de tonnes d'acier produit et transformé chaque année. Depuis 6 mois, les hauts fourneaux sont éteints et l'acier arrive par train de Dunkerque. C'est ça qui est terrible. Qu'est-ce qui est terrible? Le silence. Ça,
Ça en rajoute encore à cette ambiance un peu... ambiance de mort, de silence. Une usine en sursis, tant que dure la campagne présidentielle. Édouard est persuadé que l'avenir de Florange se jouera après les élections. Pour nous, le 7 mai, le rideau va se baisser sur nous. Ceux qui disent qu'ils sont là pour... ils aiment les ouvriers, ils aiment les usines, etc. Après, c'est reparti pour 5 ans. Rendez-vous dans 5 ans. Parce que nous, on ne parle de nous que tous les 5 ans, lorsqu'il y a des élections. On l'a compris, ça. Ce qu'il faudrait, c'est qu'il y ait des élections tous les 6 mois. Comme ça, peut-être qu'ils se souviendraient un peu plus souvent de nous, quoi. Parce que ce qui leur fait mal aux tripes à ces gens-là aussi, c'est que des mecs comme nous, on vote, voyez-vous. Notre arme, elle est là. C'est qu'on a le droit de voter. Derrière Édouard, un vestige de l'ancien monde, la demeure des premiers patrons, les Devindel. À quelques mètres de l'usine, il régnait en châtelain sur les ouvriers. Une impression de déjà-vu pour le syndicaliste. C'était déjà le capitalisme féodal à l'époque. Hein. On l'a revu aujourd'hui avec la famille Mittal. Hein. C'est une famille qui a le droit de vie ou de mort presque sur nous, quoi. Donc voilà, vous connaissez le capitalisme libéral, on a affaire maintenant à un capitalisme féodal. C'est un retour en arrière. Un capitalisme sans foi ni loi, loin du temps où le patron protégeait ses employés pour mieux se les attacher. On appelait ça le paternalisme. Fin du 19e siècle, d'immenses cités sont édifiées dans cette vallée de la Fensch. Les ouvriers y sont logés, juste à côté de l'usine. Les salaires sont bas, mais les avantages conséquents. Logement décent, soins médicaux gratuits et garantie d'un emploi à vie. Aujourd'hui, les cités ouvrières sont toujours là, les salaires toujours aussi bas, mais les avantages ont disparu. Cité de Rosselange, c'est ici qu'habite la famille Baron, métallo de père en fils. Bonsoir, allez-y, rentrez, bienvenue chez nous. Voici l'aîné, Jérôme. Là, vous pouvez voir derrière ma mère, Nadine. Bonsoir, Qui enchanté. fait la cuisine avec ma soeur Marjorie. Allez-y, venez. Une maison ouvrière typique que Daniel le père a pu racheter il y a 30 ans. Voilà, on est dans le salon. Et mon papa, Daniel. Propriétaire, un rêve inaccessible pour Jérôme. Salarié de Florange au chômage partiel, il ne gagne que 1 500 € net par mois. Donc là, on arrive à ma chambre. À 29 ans, il vit toujours dans sa chambre d'adolescent. Pourquoi vous ne payez pas un loyer? Parce que on est jeune encore, on voudrait bien payer un loyer. Il y a la voiture à payer, l'essence, les assurances. Après, il y a toutes les charges qui viennent à côté. Après, on est jeune, on aime quand même encore aller ramener sa copine au restaurant et des choses comme ça. Et ça, avec les salaires qu'on a actuellement, on sait très bien que c'est des choses qu'on devra oublier, quoi. Ah, ça, c'est ma compagne, Rosalie. Ouvrière comme Jérôme, elle aussi habite chez ses parents. On essaye de se voir. Avec chance, on est tombé sur les mêmes postes. Mais sinon, on se voit que le week-end, quoi. Jérôme et Daniel, 2 générations, 2 époques et un même sentiment de malaise. Pour le père, l'impression que les ouvriers ne sont pas reconnus à hauteur des sacrifices qu'ils font et de la valeur qu'ils représentent. Faut que je le montre. Oui, c'est quand même celui qui crée quelque chose, c'est celui qui ramène de la forte valeur ajoutée aussi à l'entreprise. Donc maintenant, est-ce que c'est reconnu? Ça, c'est vrai qu'on a un petit doute là-dessus, quoi. À 59 ans, Daniel termine sa carrière à un poste tranquille dans les ateliers de recherche. Ah non, c'est la fermeture de l'usine de... Son fils, lui, sait déjà qu'il ne finira pas sa carrière chez Mittal, comme son père. Vous êtes prêt à quitter votre région pour trouver du travail? S'il n'y a pas le choix, oui. S'il n'y a pas le choix, malheureusement, oui. Mais après, c'est comme on dit, on est tout le temps là, on se dit, ouais, il fait gris, il fait moche. Mais ici, ça reste convivial, il y a tous les gens qu'on connaît. C'est des amis, on est à l'école ensemble depuis la maternelle. Donc c'est beaucoup de choses, quoi. C'est surtout ça le plus difficile. Bon allez, ciao, bonne soirée. Jérôme travaille au laminoir, l'un des derniers ateliers encore en activité chez Mittal. Il est 20h30, direction l'usine. Cette semaine, Jérôme est en poste de nuit. Et là, c'est parti pour faire 21h jusqu'à 5h du matin. Et on a beau dire ce qu'on veut, c'est pas un poste
de tout repos, quoi. Sa tâche, aplatir des bobines d'acier pour en faire des conserves. La sécurité de l'emploi, Jérôme y a cru au début. Aujourd'hui, alors que c'est tout le site qui menace de fermer, il a l'impression qu'on l'a trompé. On s'est dit c'est un gros groupe, on s'est dit il n'y aura pas de souci pour ça, on aura une sécurité de l'emploi, on ne sera pas licencié au bout de 3 ans. Et finalement, là on arrive à 7 et ça prend le même chemin, quoi. Et vu comme c'est parti là, pour jusqu'à mes 60 ans, je vais fermer 10 boîtes, quoi, si ça continue comme ça. Entre les roulements de poste et les journées chômées, Jérôme espère toujours au fond de lui-même que ça pourra durer. Allez, bonne soirée. Dans la cité ouvrière voisine, c'est déjà la fin des illusions. Au bas des immeubles, des groupes désœuvrés. Leurs parents sont venus d'Algérie, du Maroc, du Portugal pour fabriquer l'acier lorrain. Mais pour eux, plus d'avenir dans la sidérurgie. Une trahison pour des jeunes qui pensaient pourtant avoir fait ce qu'on leur demandait. Ça sert à rien. J'ai un BEP, un bac pro. Maintenant, sidérurgie, c'est rien que dalle. C'est rien que dalle. Au bout du compte, je suis là avec tous ceux qui n'ont pas de diplôme. Peut-être au Luxembourg, j'aurais peut-être plus de chance qu'eux. Mais en France, ça sert à rien. Regardez, moi, j'ai mon CV, il est rempli, quoi. Moi, j'en connais, ils ont 2 lignes, là. Ils en ont que 2, quoi. Moi, je les remplis, ça sert à rien, quoi. Je vous le dis clairement, quoi. J'ai fait 15 intérims, hein. Je vais te sortir depuis ce matin, là, je suis en train de faire les intérims. J'ai eu un rendez-vous. Sur 15 intérims, un rendez-vous. Antoine Terrac comprend sans doute mieux que personne ce sentiment d'injustice des jeunes. Et pour cause, il travaillait à Gandrange. C'est là qu'il nous emmène. C'était en 2007. Après 20 ans d'intérim dans la région, on venait de lui proposer un CDI dans l'usine. Pas de chance, c'était juste avant la fermeture. J'ai commencé, on m'a dit écoute, pour le moment, on va te faire 4 mois en intérim et début janvier, tu passeras en fixe. Alors moi, voilà. Et malheureusement, au mois de janvier, on a annoncé la fermeture de Gandrange. Alors voilà, c'est dur à avaler l'histoire, encore aujourd'hui. Hein. Et l'histoire se répète. Alors qu'il s'était recasé comme intérimaire à Florange, Antoine se retrouve à nouveau au chômage. Un gâchis qui pour lui porte un nom, Mittal. Et Mittal laisse ça. Il n'y a personne qui peut reprendre derrière, on ne peut rien faire. On est coincé. Et c'est ce qu'il veut faire aussi à Florange. C'est le mettre comme ça, et voilà, que personne ne reprenne derrière. Et ça, on n'a pas le droit de le faire. Alors Antoine s'est jeté dans la bataille, aux côtés des ouvriers de Florange. Je dis qu'ils essayent que le maire te rappelle à toi. Au local CFDT, nous le retrouvons aux côtés d'Édouard Martin, en train de préparer le prochain coup médiatique. Vous n'avez pas un vestiaire de stade ou des choses comme ça? Ultime défi, une grande marche sur Paris. 40 km à pied chaque jour et des étapes dans une dizaine de communes. Il n'y a pas de vestiaire. Ah, dans ce cas-là, est-ce qu'on pourrait éventuellement, si c'est possible, ne serait-ce qu'utiliser les douches du gymnase, par exemple, juste pour nous doucher le soir, c'est tout. L'objectif, maintenir coûte que coûte la tension et faire de leur combat un enjeu national. ArcelorMittal n'est pas malheureusement le seul dans ce cas-là, c'est le reflet de notre société. Et on est tous en danger parce que, effectivement, si on laisse faire et si lui démontre à la terre entière que on peut malgré tout fermer une usine qui gagne de l'argent, on peut malgré tout fermer une usine qui fait des produits à très forte valeur ajoutée, mais demain les autres ils vont suivre. Hein. Il n'y a pas de raison qu'ils ne suivent pas, quoi. Voilà, c'est ça le message qu'on va faire passer. Une semaine plus tard, comme promis, Édouard et ses camarades entament leur marche. Partis une poignée de Florange, ils espèrent être des milliers en arrivant à Paris. Voilà pour ce reportage de Samuel Humez et on est ici avec vous, Édouard Martin, devant la vieille dame, comme vous dites, la Tour Eiffel. Vous êtes fier de ça, hein, Ah, très fier. De cette symbole de la France qui est fait en acier lorrain, quand même, ça a de la gueule, quoi. Bon, alors vous avez interrompu, entre guillemets, votre marche pour nous. Vous êtes délégué syndical CFDT ArcelorMittal. Vous n'êtes pas le chef de l'intersyndicale, comme j'ai dit par erreur. Non. Pas fâcher tout le monde. Ça va la marche? C'est un peu dur, c'est même très dur physiquement, mais le moral est d'acier, forcément, pour un sidérurgiste, il ne peut être que d'acier. On ne vous voit pas marcher, mais en venant ici au fauteuil, là,
Tendinite, c'est le résultat de 10 jours de marche, presque des ampoules, mais ça va, on ira jusqu'au bout. Qu'est-ce qu'ils vous disent les gens sur le chemin, sur la route? Ils vous accueillent comment? Alors écoutez, c'est formidable, cette France-là est formidable parce que ce ne sont que des encouragements, des applaudissements. On a l'impression, on s'est rendu compte de l'importance de cette marche au fil de l'eau. Et c'est là où on s'est rendu compte qu'au-delà de notre combat d'ArcelorMittal Florange, je pense que beaucoup de Français se reconnaissent en nous et ils se disent, on est tous des ArcelorMittal en puissance, quoi. Alors, ça va se finir ici, demain, il y aura un concert, enfin, etc., pour faire connaître un peu plus que ça n'est déjà votre combat. Alors, je vais resituer un petit peu les choses avec quelques chiffres sur ce qu'est l'industrie et ce qu'est l'emploi industriel en France, un petit peu des chiffres repères. Il faut savoir qu'entre 2009 et 2010, la France a perdu 89 000 emplois industriels, ce qui est assez conséquent. En 2010, l'industrie représentait 9,3% de notre PIB en France, mais c'est moins que l'Allemagne, bien sûr, qui est à 18,7, c'est moins que l'Italie, qui est à 15, c'est moins que l'Espagne, à 12,2, et c'est même moins que la Grèce, qui est à 9,6. Bon, ouvriers, puisqu'on parle des ouvriers dans cette émission, c'est un qualificatif, un terme, un état, une situation qui vous plaît, dont vous êtes fier? En tout cas, c'est un fait, c'est un constat de fait, mais c'est pas pour me déplaire. Je veux dire, notre fierté, c'est comme beaucoup d'autres métiers, on est fier de ce qu'on fait. On fait plutôt des aciers de très haute qualité. On travaille dans une usine que nous aimons, dans laquelle nous y sommes depuis des dizaines d'années. Voilà, on n'a pas honte d'être... Vous êtes arrivé à l'âge de 7 ans en France, vous arriviez d'Espagne, c'était pour suivre votre père, qui n'avait pas de boulot là-bas en Andalousie, qui était venu chercher à l'époque des 30 Glorieuses, on avait besoin de bras en France, et notamment dans la sidérurgie Lorraine. Et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé dans les années 60 en Lorraine. Et son boulot, vous en étiez fier? Non, pas vraiment. Enfin, je veux dire, il avait une drôle de vie, enfin, comme des milliers de personnes, c'est-à-dire qu'il travaillait la nuit, il faisait les 3-8, il travaillait les jours fériés, les dimanches. Et moi, dans ma petite tête de gamin, je voulais surtout pas faire ce que faisait mon père. J'avais envie, entre guillemets, d'avoir une vie dite normale, quoi. Et pourtant, vous y êtes allé? Et pourtant, j'y suis allé par la force des choses, parce qu'il fallait bien travailler. Et la sidérurgie a été la première entreprise à me proposer un emploi. Et à l'époque, encore, on écoutait encore nos parents. Et mon père m'a dit, il faut aller bosser, garçon. Et c'est ce que j'ai fait. J'y ai été à reculons. Mais une fois que j'étais dans ce monde-là, ça a été une découverte. Pour moi, ça a été magique. Pourquoi magique? C'est un monde, c'est indescriptible. C'est-à-dire quand vous arrivez face à ces monstres de production, ces blocs d'acier qui rougeoyants, ces bruits, les fumées, les vapeurs, une ambiance particulière. Et la sidérurgie, de mon point de vue, elle ne laisse pas indifférent. On aime ou on n'aime pas, et moi j'ai adoré. Alors il y avait 150 hauts fourneaux dans cette région il y a quelques temps. Il reste deux. Les deux qui sont en train de fermer. Pourquoi est-ce qu'ils ne devraient pas fermer ces hauts fourneaux? Écoutez, tout simplement parce que nous sommes en pleine crise aujourd'hui. Et cette crise, elle nous a au moins révélé une chose, c'est qu'on a besoin d'industrie. Tout d'un coup, tous les ayatollahs qui nous prônaient il y a 10-15 ans en arrière que la sidérurgie c'était ringard, qu'il fallait tourner la page de l'industrie, qu'il fallait se tourner vers les services, etc. Aujourd'hui, l'Allemagne donne la leçon. Une France sans usine, c'est le slogan France sans presque. Usine, exactement. Eh bien, l'Allemagne aujourd'hui, qui est devenue la référence pour beaucoup, a démontré que si elle s'en sort mieux que les autres, c'est parce qu'elle a su sauvegarder une industrie. Et à Florange, les hauts fourneaux de Florange, ce sont des outils qui sont rentables et ont fait les meilleurs aciers techniques possible. D'ailleurs, les grands constructeurs automobiles allemands viennent se fournir chez nous. C'est ce que vous dites à longueur de temps et on vous entend. Quand Nicolas Sarkozy dit qu'il fait un distinguo entre les vrais ouvriers, qu'il n'oubliera pas et qu'il n'oublie pas d'Arcelor, et puis les délégués syndicaux comme vous. Nous sommes dégueux, nous sommes rien. Vous savez, nous sommes aussi légitimes que lui. Nous avons été élus par 92% des salariés. Et notre légitimité, elle vient de là. D'ailleurs, M. Sarkozy devient agressif parce que le dossier ArcelorMittal, c'est une casserole qui traîne depuis 2008, l'affaire de Gondrange. Et comme il n'a aucune emprise sur Mittal, parce que Mittal l'a déjà fait... Il dit qu'il a obtenu des choses, il a obtenu 17 millions... Attendez, 17 millions, monsieur, c'est comme si vous changiez les plaquettes de frein de votre voiture et que vous réclamiez à la terre entière que vous aviez une voiture neuve. Et M. Sarkozy oublie de dire, et de manière volontaire, que lorsque Gondrange a fermé, il est venu nous voir tout penaud en disant « j'ai pas réussi à éviter la fermeture de Gondrange, mais j'ai obtenu l'engagement de Mittal qui aurait 330 millions d'investis à Florange. » Ils sont où ces 330 millions? Ils sont où Ça vous étonne que les ouvriers soient autant courtisés par les candidats, un petit peu toutes étiquettes confondues dans cette campagne, parce que vous avez eu défiler quasiment tout le monde vous vient, à gauche, à droite, Mélenchon, Hollande, etc. Ça vous surprend?
qu'on vienne vous, Non, franchement, vous voir non, comme ça? ça ne surprend pas et ça fait bien de se faire photographier à côté des salariés qui sont aujourd'hui menacés. Peut-être que certains ont enfin compris que nous avons le droit de vote, nous votons. Et c'est ce que je dis aussi, c'est notre meilleure arme, c'est d'aller voter. Et les gueux comme nous, hein, passez-moi l'expression, tout d'un coup, certains se disent mais merde, ils votent ces gens-là, il faut peut-être aller aussi les draguer un petit peu, quoi. Et je disais 6 millions d'électeurs, Voilà, ça fait du monde. 15% de Ça peut l'électorat. faire basculer Une élection. Merci beaucoup. Merci. Et donc, on va vous laisser repartir pour finir la marche. Et donc, demain, voilà, vous pouvez faire un repérage. Merci beaucoup à C'est vous. ici que vous serez. Alors, on va continuer, puisqu'on parle en général des ouvriers quand ça va pas bien. On parle quand il y a des licenciements et des fermetures, des plans sociaux. Il y a quelque chose qu'on évoque assez rarement, c'est la souffrance au travail. On se souvient bien sûr de la silicose dans les mines, des cancers de l'amiante, etc. Il y a des troubles qui sont beaucoup plus discrets, dont on parle peu. Ce sont les TMS, les troubles musculo-squelettiques. Ce sont surtout des femmes, d'ailleurs des ouvrières qui en sont victimes. Nathalie Sapena, Antoine Morel et Vincent Buchy sont donc allés à la rencontre de ces ouvrières victimes de ces fameuses TMS.